Le 21e siècle. Tom Cruise l'aborde avec une certaine confiance, et pour cause. En 20 ans de carrière, il a su s'imposer comme le plus grand acteur hollywoodien. Sa force est d'avoir su s'associer avec de grands acteurs et de grands cinéastes dans des films très engagés, tout en gardant un œil sur le divertissement grand public. Et en ce nouveau millénaire, il ne compte pas laisser sa place au numéro 1 aussi facilement. Après avoir consacré 3 ans à ses œuvres les plus personnelles, que je traite dans la première partie de ce diptyque consacré à Tom Cruise, ce dernier veut un peu lâcher les wagons. Prendre du plaisir avec une autoproduction où il aurait un contrôle total et donc pas de contraintes, des cascades qu'il pourrait s'amuser à réaliser lui-même, un réalisateur dans l'air du temps et une franchise qui a déjà prouvé son succès. In order to do my job, I have to ask myself, who is Tom Cruise? What is Tom Cruise? Why is Tom Cruise? When is Tom Cruise? Mission Impossible 2 commence par une scène qui aura fait parler d'elle, où Tom Cruise, avec la subtilité d'un buffle, nous fait comprendre que malgré les difficultés, il est toujours le roi, et le sommet n'est qu'une formalité. Alors, la scène est too much à souhait, mais personnellement, je trouve qu'elle s'inscrit parfaitement dans les intentions du film, qui est produit par Tom Cruise pour Tom Cruise. Encore une fois, oubliez l'esprit d'équipe de la série. Cruise est seul contre tous. Tom Cruise court, saute, fait de la moto. Tom Cruise est pur. C'est l'ange Gabriel. Les flammes ne peuvent l'atteindre. La mort ne peut l'attraper. Après 2 films où il n'apparaît quasiment pas sur l'affiche, où il est simplement un écrou dans des machines plus grosses que lui, où il ravalera son ego pour laisser parler son talent, après 3 ans à se consacrer corps et âme au projet d'autres artistes, la frustration était bien trop grande pour ne pas complètement vriller dans ce Mission Impossible 2, vidéo de propagande à la gloire du plus petit des grands acteurs hollywoodiens. Et avec tout ça, on pourrait croire que je n'aime pas ce film, mais détrompez-vous. Je trouve que c'est un superbe nanar qui jouit d'une telle personnalité que je le préfère 1000 fois à la plupart des grosses productions actuelles totalement insipides. MI2 a de la gueule, ça on peut pas lui enlever. Et malgré ce qui a été dit sur la non-implication de John Woo dans le projet au détriment d'un Tom Cruise omniprésent, revoyez le film et vous verrez qu'il s'inscrit parfaitement dans la filmographie du réal. Il y a des ralentis et des colombes, donc bon, voilà quoi. Le film a aussi cette force d'entamer le nouveau millénaire en le comprenant parfaitement et en assimilant d'emblée son style. Là où certains films du début des années 90 sont parfois encore trop marqués de l'esthétique des années 80. Ses points faibles vont résider principalement dans son récit. Un virus qu'un grand méchant veut libérer pour détruire le monde, une romance insupportable, Doug Ray Scott insupportable, qui à l'époque d'ailleurs refusera le rôle de Wolverine pour jouer avec Tom Cruise, Dieu merci. La puissance du tout va résider dans les scènes d'action signées Woo, où on peut trouver ça forcé par moments, mais encore une fois, ces scènes s'inscrivent dans une logique temporelle et artistique. Tom Cruise commence à prendre du plaisir à effectuer ses cascades lui-même. Parfois très dangereuses, mais étant producteur, il peut faire ce qu'il veut. C'est lui qui escalade en début de film. C'est lui qui effectue des sauts de plusieurs mètres. C'est lui qui passe à travers les flammes en moto. Et cette scène avec le couteau, c'est lui qui l'effectue sans le moindre trucage. À 2 doigts de devenir borgne pour un beau plan. Avec, j'imagine, John Woo complètement en sueur avant de dire couper. C'est la genèse de ce qui sera une des marques de fabrique de Cruise. D'ailleurs, ce dernier s'amuse de l'image de casse-cou qu'il s'est créé avec ce film, participant même à des parodies aux côtés de son cascadeur présumé, un certain Ben Stiller. Et c'est de toute façon toujours un plaisir de voir Ben Stiller parodier Tom Cruise. Le film sera un énorme succès en salle. Cruise à la production, c'est une affaire qui roule, à condition qu'il soit également crédité en tant qu'acteur. Car ces productions où il ne joue pas représentent pour la plupart de véritables fiascos. C'est pour ça que passé 2005, il ne produira que les films dans lesquels il joue. Comme Vanilla Sky, qui sort en 2001 et où Tom Cruise met encore à mal son image de playboy, en jouant la moitié du temps masqué et l'autre moitié défiguré. Le film est un remake du film espagnol Ouvre les yeux d'Alejandro Amenábar, sorti en 1997. Et à choisir, je vous conseillerais de vous diriger vers la version originale, bien plus réussite. Vanilla Sky, c'est aussi une rencontre le temps d'un caméo de Tom Cruise et de Steven Spielberg, dont la collaboration était forcément inévitable. Ils se retrouveront durant un second caméo assez hilarant dans le 3e opus d'Austin Power, où Spielberg dirigera le film à la gloire de l'espion, avec Tom Cruise dans le rôle titre. Yeah, baby. Tout ceci n'était qu'une mise en bouche pour les fans de l'acteur et du réalisateur, qui en 2002 allaient enfin pouvoir les voir collaborer sérieusement dans ce qui sera
un des plus grands films de SF des années 2000. Quand Tom Cruise a l'idée du projet Minority Report, il n'a qu'un nom en tête pour le mener à bien. Le maître absolu du divertissement, Steven Spielberg. Les deux sortent de projets liés à leur ami commun, Stanley Kubrick. L'un fait Eyes Wide Shut, le dernier film du cinéaste, l'autre réalise un de ses projets, AI, Intelligence Artificielle, en hommage à son mentor. L'association est donc logique. Minority Report, c'est un concept très intéressant qui pose des questionnements qui le sont tout autant. Nous sommes en 2054 à Washington, où la cellule appelée Pré-Crime a pour mission de stopper un meurtre avant qu'il ne se produise. Les agents de cette cellule peuvent les anticiper grâce aux Précog, 3 êtres humains capables de prédire l'avenir. Seulement voilà, John Anderton, qui est chargé de l'unité Pré-Crime, va un jour recevoir une alerte pour un futur meurtre dont il est l'instigateur. Il va donc tout faire pour déjouer son destin et prouver sa future innocence. Le film est une immense réussite. Spielberg parvient à transcender le récit en rendant cet univers cyberpunk plus vrai que nature, notamment à travers sa photographie volontairement très saturée, mais aussi ses décors. Le film grouille d'idées aussi géniales qu'effrayantes. Les autoroutes verticales qui desservent sur ton salon, la faune gardienne de maison, les panneaux publicitaires intelligents qui sont archi creepy. Tout est superbement pensé. Et le casting est de très belle facture. Sauf peut-être Samantha Morton, qui est une très mauvaise comédienne. Les fans de The Walking Dead savent de quoi je parle. D'ailleurs, en parlant d'acting, je vous déconseille la VF sur les films de Tom Cruise de 1999 à 2002. Parce qu'autant Patrick Poivet dans les années 80-90 ça passe, autant Jean-Philippe Puy-Martin de 2003 à aujourd'hui c'est plutôt cool, autant la période Yvan Attal c'est une catastrophe absolue. Parce que entendre Yvan Attal, c'est aussi voir Yvan Attal. Et autant vous dire qu'à partir de là, vous pouvez vous asseoir sur l'immersion. Est-ce que tu sais qui je suis? C'est Yvan Attal. Le film soulève des points très intéressants, comme la présomption d'innocence. Pourquoi arrêter un innocent destiné à être coupable? Et comment le juger de sa culpabilité en l'arrêtant avant même qu'il n'ait commis un crime? L'être humain dans le film est privé de notion de libre arbitre. Il est scanné et voué à consommer. Il est présumé coupable sans lui donner le choix de ne pas l'être. Il ne peut pas mourir puisque ses souvenirs sont stockés et réutilisés. Et les oracles, êtres purs par excellence, ne sont que des pantins à la solde d'un totalitarisme exacerbé. Pourtant, le film connaît une once d'espoir et maintient qu'un avenir que l'on connaît peut être modifié. En dehors de ça, Spielberg prouve encore une fois qu'il maîtrise l'action comme personne. Et n'oublie pas de citer son mentor et son ami plus d'une fois. Une œuvre dystopique et froide comme Spielberg a toujours su en faire, malgré cette image de réalisateur pour enfants qu'on lui a imposée au fil du temps. Quant à Tom Cruise, il retrouvera Spielberg très bientôt, mais avant ça, un arrêt rapide du côté du Japon était nécessaire. Le Dernier Samouraï est un de ces projets que l'on voit venir de loin, où le schéma hollywoodien est tellement prononcé qu'on sait exactement ce qu'on va voir. Pourtant, le film a cette force de nous emporter. Le Japon y est très américanisé, la culture y est résumée vulgairement. Mais ce choc des cultures, justement, va apporter des moments d'une étrange poésie et d'une belle générosité. Le scénario est une redite de Danse avec les loups, qui est un film que je porte très haut dans mon cœur. Mais malgré ça, on arrive à s'investir en ces personnages et en leurs combats. Les reconstitutions, les décors naturels, la musique d'Hans Zimmer, tout est réuni pour que le succès soit au rendez-vous. Et il le sera. Mais ici, pour une des rares fois, ça n'est pas Tom Cruise qui marque mon esprit. C'est le casting japonais. Ken Watanabe et Hiroki Sanada. Le calme d'un côté, la puissance de l'autre. Deux personnages étonnants qui portent le projet et lui offrent toute sa crédibilité. C'est très occidental, très manichéen, peut-être même un peu trop. Mais c'est un film que je n'arrive pas à détester. Maintenant, si on laisse de côté l'aspect purement fictionnel et qu'on le compare à la quête que mène Tom Cruise, le parallèle est plus que troublant. Et ça n'est pas moi qui ai relevé quoi que ce soit. C'est Tom Cruise lui-même, co-scénariste et producteur du film également, qui avouera que cette histoire est un parallèle avec sa vie de scientologue. Et quand on y regarde de plus près, j'ai bien envie de le croire. Parce que l'histoire d'un homme qui part en terre inconnue pour combattre un ennemi qu'il ne connaît pas, avant de finalement embrasser sa cause après s'être intéressé à sa culture et ses traditions, c'est un sous-entendu scientologue qui fait comprendre aux fans de Cruise et ceux qui veulent bien l'entendre, que leur méfiance en la scientologie est due à leur non-connaissance du sujet. Et qu'ils sont bien entendu invités à s'intéresser à leurs rites et autres traditions.
D'ailleurs, la promotion du film met fin à sa collaboration avec son attaché de presse historique Pat Kingsley, qui pendant 14 ans avait réussi à empêcher Cruise de parler de scientologie dans les médias. Mais sur le tapis rouge du dernier samouraï, il n'arrête pas de faire le lien entre le film et sa condition de scientologue. For me, I'm a Scientologist, and there's things in Buddhism is actually kind of the grandfather of Scientology. Il fait preuve d'un certain prosélytisme qui commence à être trop visible dans les médias, et qui va forcément finir par entacher son image. Tom Cruise commence à être vu comme le bad guy, et ça tombe bien puisque c'est ce qu'il compte jouer pour son prochain rôle. Je me suis déjà penché sur le cas collatéral à travers une vidéo dédiée à Michael Mann, que je vous invite à visionner après celle-ci. C'est pour ça qu'ici je vais exclusivement me concentrer sur le personnage de Vincent, interprété par Tom Cruise. Michael Mann et Tom Cruise ont magnifiquement travaillé pour rendre le personnage de Vincent aussi crédible que fascinant. Vincent est un tueur à gages froid, professionnel, très calculateur et très efficace, qui se rend à Los Angeles pour une nuit afin de remplir ses contrats. Il tombera sur Max, un chauffeur de taxi qui ne fait que rêver sa vie et qui va devoir la reprendre en main et faire preuve de courage pour faire face au redoutable Vincent. Le parallèle est évident, Vincent et Max représentent les deux faces d'une même pièce. Max est un homme timide qui se laisse marcher sur les pieds, qui n'ose rien et qui reporte tout à demain. Et c'est paradoxalement aux côtés de Vincent, qu'il a pris en otage, qui va apprendre à se rebeller, à prendre les devants. Vincent se positionne comme l'anti-conscience de Max, qui en a beaucoup trop justement. Il est placé derrière lui dans ce taxi, comme un esprit qui lui murmure à l'oreille la bonne chose à faire. Ne pas se laisser emmerder par son patron, aller voir sa mère, ne pas craindre de vivre, d'appeler la fille qui lui a laissé son numéro. Mais ceci n'est qu'une image. Vincent est une vraie personne, dégoûtée par le monde, par les humains. Cheveux gris, costume gris, rien en lui ne transparaît la vie. Mais pourtant, à certains moments, il se perd dans ses sentiments, ressent des choses à nouveau, comme durant ces quelques secondes après avoir tué un homme qu'il ne voulait pas tuer, mais en se ressaisissant très rapidement. Ou quand il croise ses coyotes, se projette à travers leur bestialité, et prend conscience de quel genre d'être humain il a choisi d'être. Vincent se refuse également de tuer Max. Il pourrait le faire, mais hésite à chaque fois, comme si ce dernier était la seule issue de secours pour Vincent, le seul chemin vers son humanité. Le film porte en lui ces poids des coïncidences de la vie qui amènent les destinées à changer, à prendre un tout autre chemin. Et Vincent, en choisissant Max, a choisi un chemin qui le mènera vers la mort. Une mort aussi stoïque et froide que sa vie. C'est là où réside toute la force de Collatéral, et c'est en ça que Michael Mann brille. Le film sera d'ailleurs son plus gros succès, et permettra à Tom Cruise d'offrir une nouvelle palette de jeux, et de briller dans le rôle de l'antagoniste, où on ne le verra que trop peu. La guerre des mondes. L'Everest de Tom Cruise. À partir de là, il n'atteindra plus un tel sommet artistique. Après Minority Report, Spielberg et Cruise n'avaient qu'une hâte, retravailler ensemble. Ils se pencheront sur le roman de H.G. Wells et l'adapteront de façon osée en s'accaparant le récit pour le mettre au service d'une actualité tragique qui frappera les États-Unis le 11 septembre 2001. Il y a eu un changement émotionnel dans les consciences du pays. Ce seront les mots du réalisateur durant la promotion du film. Car si les Américains s'amusent à voir les États-Unis être démolis à Hollywood depuis plus d'une décennie, après le 11 septembre, c'est une toute autre paire de manches. La peur devient bien réelle devant ces mouvements de foule, et la destruction de masse a quelque chose de beaucoup moins fun. Tom Cruise y incarne Ray, père célibataire vivant dans une petite maison dans la banlieue de New York. Spielberg oblige, il est un père plus que moyen, quasi absent. Mais au moment de la catastrophe, il ne fait en aucun cas preuve d'un retournement de situation avec des gestes héroïques inexpliqués. Il fait comme tout le monde. Il court et tente par tous les moyens de sauver sa vie et celle de ses enfants. Tom Cruise n'est plus un surhomme, il est comme nous, juste un gars qui tente de survivre. Et c'est là que Steven Spielberg excelle, dans la gestion de cette survie et la mise en place du chaos. Il est d'une pertinence assez troublante en ce qui concerne l'anticipation des réactions humaines dans ce genre de situation. Certains moments sont glaçants de vérité,
comme cette scène où êtres humains confondent peur et barbarie. Spielberg gère la tension hors champ avec une efficacité redoutable. Le crash du Boeing, le chaos du champ de bataille, le meurtre d'un homme dangereux, on ne voit rien mais on imagine tout, et c'est bien pire. Il prend le contre-pied total du genre, exit les autorités supérieures, les explications scientifiques, l'objectif d'une destination miracle vouée à nous sauver, les héros. Il filme à hauteur d'homme, ne se concentre que sur les humains lambda, ceux qui fuient sans but, ceux qui fuient pour simplement fuir. La fin connaîtra son lot de controverses. Spielberg lui-même avouera qu'il ne savait pas comment finir le film. Personnellement, je suis assez satisfait de cette fin. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe, certes, mais elle n'est pas dénuée de logique pour autant. Et en ce qui concerne Ray, pas de happy end, pas de famille reconstituée. Simplement la satisfaction de les savoir en vie. Mais une solitude qui plane sur un personnage qui au final ne cessera jamais d'être malheureux. Le film n'aura pas le succès qu'il mérite, et on peut le mettre sur le dos d'une campagne de communication désastreuse signée Tom Cruise, qui passera plus de temps en interview à vanter les biens de la scientologie que ceux du film. Assez ahurissant quand on sait qu'il a pris 100 millions de dollars pour le film, ce qui constitue le cachet le plus élevé de l'histoire à l'époque pour un acteur. Après ça, Spielberg se sentira trahi, et jurera de ne plus jamais travailler avec Tom Cruise. Quant à lui, il perdra son momentum acquis durant de longues années dû à une fidélité un peu trop imposée à une cause mensongère et dangereuse. Et c'est là où réside le problème. Non pas qu'il voue un culte à quelque chose d'absurde, mais qu'il tente d'endoctriner des millions de personnes. Avec une telle influence, c'est un jeu très dangereux. Sans compter son mariage quasi arrangé avec l'actrice Katie Holmes, ancienne fan absolue de la star, aveuglée par l'amour, qui subira le mariage et l'accouchement scientologue, dont la particularité est de se faire sans médicaments et donc dans une souffrance absolue. Tom Cruise a trouvé la femme parfaite, qui accepte, que dis-je, subit son mode de vie. Et il ne se fait pas prier pour le dire, comme sur le plateau d'Oprah dans une séquence qui fera le tour du monde et qui finira pour de bon d'enterrer la star. Les Européens ne veulent plus entendre parler de lui. L'Amérique n'est pas loin d'en faire de même. Cruise n'est plus aussi populaire. Il n'est plus à l'épreuve des balles. Il prend donc une décision et décide de ne plus évoquer sa vie privée et la scientologie dans les médias. Il en va du succès de son prochain film, la suite tant attendue de sa franchise phare, Mission Impossible. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dès son introduction, Mission Impossible 3 intrigue. On se dirige vers un renouveau de la saga, et pour cause. Le cinéma d'action a bien changé depuis les derniers Missions Impossibles. Jason Bourne est passé par là. Mais ce troisième opus enfoncera le clou et emportera le blockbuster hollywoodien vers une nouvelle ère. En premier lieu, le film est proposé à David Fincher, qui est intéressé et qui commence à gribouiller une intrigue autour du trafic d'organes en Afrique du Sud avec Sylvester Stallone en grand méchant. Autant vous dire que j'ai envie de voir ce film. Et qui sait, peut-être que sur Terre 2, il existe. Mais Cruise n'est pas emballé par l'idée, et Fincher ne va pas chercher plus loin et s'en va. J.J. Abrams, auréolé du succès d'Alias et de Lost, est convoqué par Tom Cruise lui-même, fan des séries du bonhomme, notamment Alias, et lui demande de prendre la place de réalisateur et d'offrir son savoir-faire afin d'embellir son gagne-pain le plus précieux. Abrams s'exécute et il est vrai, offre un incroyable film d'action. Il modernise la saga avec des idées de mise en scène intéressantes, des mouvements de caméra très immersifs qui suivent au plus près l'action, et introduit un MacGuffin très mystérieux qui n'a pas vraiment besoin de se dévoiler, et qui rajoute un certain mystère plutôt bienvenu. Le regretté Philip Seymour Hoffman offre une performance ahurissante, à tel point qu'il en devient terrifiant de crédibilité. Surtout après cette introduction et le sort tragique qu'elle réserve au protagoniste. Ça, c'était avant d'arriver au moment fatidique et de ne tomber que sur un pétard mouillé, tant le film se dégonfle et ne va pas au bout de ses idées. Retombant dans les poncifs du genre avec un happy end chiant à mourir, alors que l'introduction annonçait un destin tragique pour notre cher Ethan Hunt, ce qui aurait pu le faire gagner en substance et amener encore plus haut une saga qui avait déjà une belle réputation. En tout cas, le film garde malgré tout une certaine fraîcheur, grâce notamment à ses scènes d'action, toutes plus folles les unes que les autres. Malgré de bonnes idées et un cinéma dans l'air du temps, le film ne parvient pas à décoller au box-office. À cause de ses nombreuses sorties médiatiques, Tom Cruise ne parvient plus à fédérer. Ce que la Paramount a vite compris en mettant fin au contrat de Cruise quelques semaines après la sortie du film, et après 14 ans de fidèles et loyaux services. La boîte de production accuse Cruise de suicide créatif, après ses débordements scientologues, et ne veut plus être associé à la star. Les films vont alors s'enchaîner pour lui, et le succès ne repointera pas le bout de son nez.
Pourtant, au milieu de tous ces échecs se cache la rédemption pour Tom Cruise. Et cette rédemption, elle passe par l'humour et l'autodérision. Tonnerre sous les tropiques, c'est l'occasion pour Ben Stiller de se moquer de son lieu de travail et de parodier le film de guerre. Notamment ceux traitant du Vietnam qui l'idolâtrent plus que tout. On suit une troupe de comédiens plus déjantés les uns que les autres, mais surtout incapables de faire preuve de professionnalisme et de terminer le tournage de leur film. Le réalisateur va donc changer sa méthode et amener cette bande de divas dans la jungle, la vraie, pour y tourner la suite du film de façon plus immersive, jusqu'à ce que la troupe soit confrontée à la réalité du lieu. La satire est parfaite. Des fausses bandes annonces du début et ses franchises à rallonge et autres films d'auteur sans aucun sens, jusqu'au tournage chaotique qui, avec cette énorme fête qui ne célèbre que la première semaine de tournage, ne peut faire que penser à Coppola et à son légendaire tournage d'Apocalypse Now. Ben Stiller reprend tous les codes d'une industrie malade et les tord dans tous les sens. Les répliques fusent. Vous l'avez tous lu, les scripts? Je ne lis pas le script me lit. L'action à outrance est au rendez-vous, et le casting régale. Un casting qui compte un nom prestigieux, mais qu'on peine à reconnaître à l'écran, Tom Cruise. L'acteur accepte de prendre le risque de jouer ce rôle, à une époque où sa cote de popularité est au plus bas. Et ça va s'avérer payant, puisqu'il étoffe une fois de plus sa palette d'acteurs, avec un humour très prononcé, et une autodérision assez folle. Les Grossman, c'est un peu le côté obscur de Tom Cruise, le producteur qu'il est au fond de lui, mais qu'il ne laisse jamais sortir au grand jour. Il se moque du système qu'il a vu naître, et qu'il a même aidé à façonner. Et c'est ce côté très méta qui offre au personnage une vraie saveur. En dehors bien sûr des danses endiablées de Cruise. Avec Tonnerre sous les tropiques, Tom Cruise trouve son rôle rédempteur là où il n'aurait pas pensé le trouver. Le public est conquis par autant d'autodérision, l'acteur devient cool à nouveau, et prouve une fois de plus qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Il tentera de réitérer l'exploit en 2012 avec Rock Forever, mais sans succès. Le film étant plus que moyen à cause d'une histoire d'adolescent à dormir debout, mais qui garde un certain intérêt grâce justement à la prestation incroyablement convaincante de Cruise en rocker alcoolique et déjanté. Je ne peux pas vous faire écouter les chansons ici, mais je vous conseille de vous jeter sur l'album du film et d'écouter Tom Cruise chanter Paradise City des Guns N' Roses, car c'est complètement saisissant. Ça lui demandera des mois de préparation physique pour assumer son rôle, mais c'est malheureusement une incroyable prestation au service d'un film moyen. Maintenant, en 2012, Cruise n'est plus le vilain petit canard, car un an auparavant, il effectuera son grand retour commercial grâce à sa saga Porte-Bonheur, celle qui l'amène encore et toujours vers le sommet. En 2011, Tom Cruise n'est plus le roi du box-office. Et pour revenir au sommet, il décide de remodeler la saga Mission Impossible. Fini Ethan Hunt seul contre le monde, désormais il partage l'affiche avec son équipe. Le scénario est toujours aussi basique, et après un Philip Seymour Hoffman au top dans le dernier opus, on peut regretter qu'ici l'antagoniste soit totalement insipide, sans aucune personnalité, quasi invisible. Mais le film reste malgré tout très fun de par son inventivité et sa réalisation signée Brad Bird, qui réalise ici son premier film en images réelles après ses classiques de l'animation. On retrouve d'ailleurs la fantaisie de l'animation dans la mise en scène de Bird, l'évasion très cartoonesque de la prison en Russie, la scène de la chambre forte au Kremlin, la tempête de sable, et bien entendu la scène du métrage, l'ascension du Burj Khalifa de Dubaï qui aura fait beaucoup de bruit de par la séquence incroyablement prenante, mais surtout de par la conception de cette même séquence qui voit Tom Cruise réellement se balancer au-dessus du vide et effectuer l'ensemble des cascades lui-même. Après l'autodérision, c'est la prise de risque, l'amour du métier d'acteur et la dévotion qu'il y met qui offrent une seconde jeunesse à la star. Et ça marche, le film est un énorme succès critique et commercial. Cruise est de nouveau au top. Il a enfin trouvé le créneau où se positionner, et ce sera l'action. Jack Reacher, c'est la première collaboration entre Christopher McQuarrie derrière la caméra et Tom Cruise. Ce sera d'ailleurs le début d'un coup de foudre artistique entre les deux. Et personnellement, cette association n'est pas pour me déplaire. Surtout quand on découvre cette bonne surprise qu'est Jack Reacher. Le film suinte les années 80. Il laisse de côté l'action en CGI très commun en cette année 2012 pour proposer un polar sobre, des courses-poursuites simples mais bougrement efficaces, un récit plaisant à suivre et qui propose de vrais enjeux et une réelle investigation.
Tom Cruise fait également preuve d'une nonchalance peu habituelle, mais qui lui va bien. Il n'en fait pas des caisses et reste crédible dans la peau de Jack Reacher. Une espèce de mélange entre l'inspecteur Harry et John Wick, même si John Wick arrive 2 ans plus tard, peut-être même grâce à Jack Reacher d'ailleurs. Les seconds couteaux sont plutôt réussis également. Rosamund Pike, efficace, Robert Duvall qui cachetonne mais qui le fait avec une certaine allure, et Werner Herzog qui fait... rien. Mais avec une gueule pareille, pas besoin d'en faire plus pour être complètement terrifiant. Jack Reacher, ça fait partie de ces films qui se suffisent à eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de suite et qui constituent un one-shot assez efficace pour marquer les esprits. Malheureusement, on est en 2012, et les franchises ont la cote. Du coup, Jack Reacher Never Go Back sort 4 ans plus tard, et c'est la douche froide. Macquarie n'est plus à la réalisation, le scénario n'a plus rien de palpitant, et Tom Cruise est fatigué. Tom Cruise est vieux, et pour une fois, ça se voit. La tentative est un échec. Jack Reacher restera un stand-alone dans l'esprit des spectateurs, et c'est pas plus mal. Durant cette année 2012, la vie privée de Tom refait surface dans les médias. Ce dernier est en instance de divorce avec Katie Holmes, qui ne supporte plus l'omniprésence de la scientologie dans sa vie, et qui souhaite protéger sa fille Suri de l'éducation que son père veut lui donner. Le divorce se fait dans un calme plutôt étonnant. Le battage médiatique n'est pas aussi important que prévu et ça n'affecte pas la carrière de Tom Cruise, qui à partir de là va devenir une machine. Plus de femmes, plus d'enfants à charge. Quand il n'est pas scientologue, il est acteur. Quand il n'est pas acteur, il est scientologue. Et c'est triste pour un homme qui s'est fait endoctriner par une secte en pensant y trouver une famille, alors que cette même secte lui fera justement perdre cette dernière. Il est désormais seul, et contemple le monde du haut de sa tour d'ivoire. La seule chose qui lui reste, c'est le cinéma. S'il y a bien une chose à mettre au crédit d'Oblivion, c'est bien la beauté de son univers. Nous sommes sur une Terre dévastée par la guerre contre une espèce extraterrestre. Les humains ont gagné la guerre, mais la Terre est devenue radioactive. Jack est un technicien resté sur place afin de récupérer certaines ressources avant de rejoindre une colonie d'humains sur Saturne. Seulement voilà, Jack est tenté par des visions d'un passé qu'il ne peut pas avoir vécu, et va se rendre compte qu'entre illusion et réalité, la frontière est mince. Oui, je pitch super bien, je sais. En même temps, c'est un métier. Joseph Kosinski avait déjà su régaler nos rétines avec le très sous-estimé Tron l'héritage. Ici, il passe encore un niveau dans sa gestion des décors et sa capacité à utiliser chaque espace disponible. Je pense notamment à la course-poursuite avec les drones, qui est d'une superbe maîtrise, et qui me rassure quant à son futur film où il devra également filmer des engins aériens. La scène n'est pas sans rappeler une certaine guerre des étoiles. Et d'ailleurs, les références vont bon train. Mad Max, Terminator, Independence Day. Kosinski est un grand fan de SF, et le montre peut-être un peu trop. Mais on ne va pas lui en vouloir d'être passionné, tant le résultat est là. Je ne dis pas qu'Oblivion est une réussite totale, mais il a au moins le mérite de proposer un divertissement honnête, soigné et fait avec cœur. Les effets visuels sont une réussite totale pour la simple et bonne raison qu'on ne les voit pas. L'univers paraît crédible et certains décors naturels, notamment islandais, viennent accentuer ce réalisme. Le scénario n'a rien de bien original. On reprend le principe d'allégorie de la caverne comme base, et on y insère des éléments par-ci par-là pas toujours subtils, mais pas assez dérangeants pour gâcher le plaisir. Le récit aurait pu soulever bien plus de questions philosophiques, notamment sur la condition de Jack et sur la vie des humains survivants. Mais le film doit rester efficace pour le grand public et ne s'aventure pas dans ce chemin-là. Malgré tout, il prend le temps de poser une certaine mélancolie, notamment au début, où la solitude de Jack m'a rappelé celle d'un autre technicien solitaire sur une terre ravagée. Il y a une certaine poésie qui se dégage de la première heure, et qu'on va perdre par la suite malheureusement. Mais Oblivion reste globalement une belle réussite, et Tom Cruise va rester sur la voie de la science-fiction, puisque un an plus tard sort Edge of Tomorrow, qui reprend l'idée géniale d'Un jour sans fin, mais surtout du roman japonais All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka, en faisant revivre la même journée à un marketeux de l'armée américaine, qui va se retrouver tous les jours sur le même champ de bataille, et qui va se faire massacrer tous les jours jusqu'à enfin comprendre que cette malédiction peut être utilisée comme une force. C'est rare de voir Tom Cruise mourir à l'écran. Et là, on va le voir mourir des dizaines et des dizaines de fois. Parfois même de façon génialement débile. On est sur un principe vidéoludique où le personnage va mourir pour mieux recommencer la mission, jusqu'à la réussir parfaitement. C'est d'ailleurs là où le film va puiser tout son intérêt. Parce que dès qu'il s'éloigne de son principe, il redevient lambda, voire mauvais. Et c'est un des gros problèmes que j'ai avec les blockbusters de ces 10 dernières années. Ils n'arrivent plus à se finir convenablement.
Le climax, qui était autrefois le sommet du blockbuster, est désormais son talon d'Achille. Et Edge of Tomorrow en est l'exemple parfait. On passe d'un concept génial avec des personnages décomplexés, à une fin totalement insipide qui ose se prendre au sérieux, et qui en plus s'avère totalement illisible si un petit halo de lumière décide de s'inviter chez vous durant le visionnage. C'est vraiment dommage, car le plus gros du film est vraiment top, mais il ne joue pas assez sur son concept, le justifie bien trop tôt et l'abandonne complètement sur la fin. Quoi qu'il en soit, Edge of Tomorrow est une bonne surprise. Le spectateur adhère, Tom Cruise reprend du poil de la bête, et enchaîne encore et toujours avec la même franchise. C'est ce que je me suis dit quand Mission Impossible Rogue Nation est sorti en salle. Puis j'ai vu le film, et la claque fut monumentale. Depuis le 4e opus, la saga ne s'encombre plus d'un numéro dans son titre. Les ambitions sont désormais évidentes, concurrencer le maître de l'espionnage au cinéma. Et, soyons honnêtes, avec ce 5e opus, il y parvient. On est sur ce qui se fait de mieux en termes de blockbuster américain. Macquarie enchaîne les morceaux de bravoure. Une mise en bouche ahurissante avec un Tom Cruise qui risque sa vie littéralement sous nos yeux, un passage hitchcockien à l'Opéra de Vienne, où espions et autres tireurs d'élite font le spectacle pendant le spectacle, tout aussi sobre que bougrement efficace, une scène aquatique des plus périlleuses, suivie d'une course-poursuite en voiture dans les rues marocaines, puis en moto, qui n'est pas sans rappeler l'époque où Tom Cruise n'avait pas peur de se brûler les ailes, pour finir par un climax aux antipodes de ce qui peut être proposé dans un film de cette ampleur. Je disais tout à l'heure que les blockbusters modernes avaient du mal à réussir leur sortie. Eh bien, Mission Impossible Rogue Nation me donne tort. 3 protagonistes autour d'une table, et une bombe qui menace d'exploser suffit à rendre ce final haletant, et conclut ce qui est sans aucun doute l'opus le plus réussi de la saga pour le moment. Une vraie merveille signée Christopher McQuarrie qui s'impose définitivement comme le nouveau maître de l'action movie à Hollywood. La force du film va également résider sur la gestion de ses personnages. Ilsa Faust en tête, interprétée par Rebecca Ferguson, qui se positionne comme le cœur du film. Un personnage fort, intelligent, superbement développé, l'alter ego d'Ethan Hunt, qui en plus enlève ses talons avant de courir, n'est-ce pas ? Une dose de fraîcheur dans cette saga est définitivement le personnage le plus intéressant à suivre. Tom Cruise, lui, n'est pas en reste, mais on va plus le retrouver à travers des prouesses techniques. Il se positionne désormais comme le digne héritier de Buster Keaton, Jean-Paul Belmondo et autres Jackie Chan. Ses cascades sont devenues sa marque de fabrique. Un atout de taille qui permet au film de bien se vendre et à Cruise de prouver je ne sais quoi. Peut-être son immortalité, qui est une des étapes de la scientologie. Une étape que Cruise a peut-être atteint. Parce qu'il est vrai que le temps passe et qu'il n'a quasiment pas d'emprise sur lui. Tom Cruise court, saute, se bastonne, s'accroche à un avion, tombe de moto. Rien ne peut l'arrêter. Et son prochain film semble révélateur d'un secret bien enfoui. Tom Cruise, une momie? Sans aucun doute. Je ne vais pas vous parler bien longtemps de La Momie, car ce n'est pas un film très intéressant. Prévu à la base comme le premier opus du Dark Universe, franchise pensée par Universal pour concurrencer les super-héros Marvel, l'échec sera tellement cuisant que le projet sera abandonné, et c'est sans doute pas plus mal. Toujours est-il que cette mauvaise idée a accouché de quelque chose de tout aussi mauvais, La Momie. Le problème c'est qu'en 2017, Tom Cruise est de nouveau bankable, et ça va lui permettre de pouvoir revenir à ses exigences d'antan. Le voilà de nouveau seul sur l'affiche, jouant un Ethan Hunt bis et proposant encore des cascades à haut risque. Le problème c'est que le film ne s'y prête pas. À vouloir imposer sa formule magique, Cruise a complètement dénaturé le film, imposant au scénario son ami Christopher McQuarrie afin de mettre plus en avant son personnage. Tom Cruise est apparemment omniprésent sur le tournage et sur les décisions à prendre. Il sera le maître à bord et évincera le réalisateur qui avouera plus tard que La Momie n'est clairement pas son film. Cruise ira jusqu'à refuser à Annabelle Wallis, selon ses dires, de courir à côté de lui car il veut absolument courir seul à l'écran, jusqu'à ce que celle-ci insiste et qu'il finisse par accepter. Bref, le film est un ratage complet. La faute à une gestion chaotique et une star incontrôlable. Pourtant, le paradoxe veut que la même année sorte un autre film avec Tom Cruise en tant que tête d'affiche, et où celui-ci acceptera de se faire diriger. Dans la carrière récente de Tom Cruise, Barry Seal se positionne limite comme un ovni. Il tombe là, comme un cheveu sur la soupe. Et c'est une bonne chose, car le film permet enfin à Tom Cruise de ne pas jouer Tom Cruise. Parce qu'il ne faut pas oublier que Tom Cruise, avant d'être un cascadeur, c'est surtout un acteur, et un excellent acteur. Ce biopic va donc nous conter l'histoire de Barry Seal,
Pilote de ligne qui va être contraint de travailler pour le compte de la CIA durant les années 70 et 80, en prenant des photos aériennes de camps militaires en Amérique centrale, avant d'être également recruté par le cartel de Medellín afin de faire passer de la drogue sur le sol américain. Barry Seal va jouer double jeu, se faire une tonne de blé, jusqu'à ce qu'évidemment tout ceci le rattrape tragiquement. Le film est dans la même veine que Le Loup de Wall Street, du moins dans sa façon de raconter une histoire vraie, un peu invraisemblable, et de la traiter avec un humour corrosif et plutôt risqué. Mais ça marche. Malgré un début assez chaotique en termes de découpage et un scénario relativement basique à coups d'ascension puis de chute, la sauce prend. J'aime beaucoup ce que propose Doug Liman en termes de mise en scène. Il n'a pas la filmographie la plus folle, mais ici il parvient à faire preuve d'une certaine originalité par rapport à son travail habituel. Et ce parti pris très documentaire, à base de graphiques, d'images d'archives et de caméras mobiles, permet au film de se démarquer, tout en offrant un certain second degré à une histoire pourtant tragique. J'aime beaucoup également le sous-texte que donne le film à l'argent, qui envahit littéralement la maison de Barry Seal, comme des cafards qui viennent s'accaparer chaque espace d'une maison et qu'il est très difficile de déloger. Parce que c'est un peu là la problématique du film. À partir de quand faut-il s'arrêter? À partir de quand ça va trop loin? Tom Cruise se démarque enfin et offre une certaine substance à son personnage. Il assume sa gueule cassée de vieux briscard, car c'est ce qu'il est aujourd'hui, et ça lui offre un charme inédit. Bon, après ça ne l'empêche pas de retomber dans ses vieux travers en pilotant lui-même les avions dans le film. Mais malgré tout, c'est plaisant de le voir revenir à ses premiers amours. Une forme de cinéma où il peut dépasser son statut et être simplement un acteur au service de son réalisateur et de son personnage. So, how is he? Hell, you know. Same old Ethan. What the hell is he doing? I find it best not to look. Mission Impossible Fallout signe la 9e collaboration entre Tom Cruise et Christopher McQuarrie. La bromance artistique est désormais une évidence entre l'acteur et le réalisateur qui ne se quittent plus, et qui de ce fait brise la tradition des Missions Impossibles qui consistait à avoir un cinéaste différent sur chaque film. La tradition est tellement pas respectée que McQuarrie sera derrière la caméra pour le 7e et 8e opus qui devait initialement être tourné à la suite, ce qui me fait dire que Tom Cruise prend peut-être enfin conscience que le temps passe, et qu'il a beau courir le plus vite possible, il finira tôt ou tard par le rattraper. Quoi qu'il en soit, dans Mission Impossible Fallout, Cruise a la forme, et le film est une réelle réussite. Il s'inscrit dans la mouvance du 5e opus, mais troque une certaine subtilité pour des séquences d'action encore plus folles, et évidemment, toutes réalisées par Cruise. Plus de 100 sauts d'entraînement pour tourner la scène aérienne au-dessus de Paris, car ne vous y trompez pas, cette scène est réalisée sans trucage. 2 ans d'entraînement et plus de 2000 heures de vol qui permettent à Tom Cruise de piloter lui-même l'hélicoptère en fin de film. Sans parler des scènes de moto à 200 km/h, des chutes qui font mal, et d'autres chutes qui font encore plus mal. Il y a quelque chose de très malsain qui se dégage de Mission Impossible Fallout. Sa conception et la participation de Cruise aux cascades les plus périlleuses le rend complètement méta. Quand on le voit frôler les voitures à toute vitesse dans les rues de Paris, ou faire de l'hélicoptère dans un ravin très étroit, on n'a pas peur pour Ethan Hunt dans le récit, on a peur pour Tom Cruise. On serre les dents à chacune des scènes d'action en se disant qu'il aurait pu tellement mourir 100 fois. De là à dire que Tom Cruise est le nouveau Jackass, il n'y a qu'un pas. Quoi qu'il en soit, ces fameuses cascades sont faramineuses et complètement jouissives. Tout ceci constitue une puissance promotionnelle folle. La preuve en est que Mission Impossible Fallout est le plus gros succès de la saga, et c'est mérité tant l'action est encore une fois maîtrisée de bout en bout. Tout le passage à Paris prend des allures de polar brut et viscéral. McQuarrie filme la capitale d'une somptueuse manière. Et la course-poursuite qui rend hommage à la mise en scène de Claude Lelouch vient mettre fin à un des grands moments du film. Mais pas aussi grand que le climax, dont la saveur toute particulière m'a vraiment emballé. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être sur le final d'un James Bond avec Pierce Brosnan. La course-poursuite en hélicoptère dans un décor enneigé, le combat au plus haut de nos 2 gladiateurs, et la mort de l'antagoniste tout aussi cartoonesque que celle de Sean Bean dans GoldenEye. Sans oublier les similitudes très prononcées avec le final de Cliffhanger, film d'action alpin des années 90 avec Sylvester Stallone. C'est cette touche très old school qui conclut le 6e opus d'une saga qui peut être considérée comme une des plus efficaces d'Hollywood, mais aussi une des plus lucratives avec ses 3,4 milliards de dollars cumulés. Après ça, que reste-t-il pour Tom Cruise? Quelle est la suite? Le tournage de Mission Impossible 7 bat son plein. Tom Cruise risque encore et toujours sa vie pour quelque chose qui nous dépasse.
Lui dit que c'est pour l'amour du cinéma. Mais à mon humble avis, ça va bien au-delà de ça. Comme s'il voulait tromper la mort en la tutoyant de plus en plus souvent. Comme si ses convictions scientologues l'avaient complètement émancipé de cette peur de la fin. Tom Cruise, sur le point de retrouver Maverick, est intemporel. Tom Cruise, qui s'apprête à être le premier acteur hollywoodien à tourner dans l'espace, ne connaît aucune limite. L'homme qui valait 8 milliards a su constamment se réinventer, traversant les décennies avec une lucidité assez incroyable sur le métier d'acteur et sur l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, à l'aube de ses 60 ans, Tom Cruise est loin d'en avoir fini avec cette passion qui l'anime depuis sa première pièce de théâtre au lycée. Sa vie est remplie de controverses, de choix douteux, mais surtout de souffrances, d'un mal-être évident, d'une solitude toujours visible dans son regard. On ne peut qu'espérer qu'il se libère de ses chaînes scientologues, et on peut se réjouir de savoir qu'il n'a pas fini de nous faire rêver.